À sa mort en 1789, le capitoul Charles Laganne lègue 50 000 francs or à la ville de Toulouse pour distribuer des eaux de la Garonne, pures, claires et agréables à boire. Les travaux, lancés en 1821, sont terminés en 1825. Le château d'eau alimente alors un vaste réseau de fontaines. Il sera régulièrement cité parmi les réalisations industrielles remarquables de l'époque. Victime de son succès et très vite obsolète, le château d'eau fut désaffecté 45 ans plus tard, en 1870. C'est l'abbé Barbaste qui me connaissait et qui connaissait Dieu Z. Et il savait que moi je m'intéressais aux questions artistiques parce que j'allais au Capitole, j'ai fait un peu de scène, tout ça. Alors il m'a dit, c'est toi qui es intéressé par les questions artistiques. Il y a un photographe qui arrive sur Toulouse qui s'appelle Yann et qui cherche quelqu'un pour le former. Va le voir. Et c'est là que je suis allé chez Yann et chez qui j'ai passé 16 ans. Voilà. Je suis rentré en 1945 et 16 ans après, en 1961, je l'ai quitté pour Sud-Ouest où j'ai passé 30 ans. Je sortais de l'école Billière, de secrétariat. Et à cette époque-là, moi, quand je suis rentrée en 1957, il y avait déjà André Cross, qui était au laboratoire, qui était opérateur et qui faisait des reportages avec M. Diezet. Et il y avait Madame Lafont, qui était, elle, au laboratoire. Et ensuite, elle a fait la couleur. Elle était spécialisée dans la couleur. En 1966, M. Diezet a fait agrandir la maison qu'ils avaient achetée à Rangueil pour faire le laboratoire, qui sont actuellement encore là-bas. Là-bas, je me suis marié et j'ai eu un enfant qui était handicapé. Et je venais à Toulouse tous les lundis à Ramonville au centre d'éducation. Pendant les vacances, je dis à ma grand-mère, bon, on va voir, peut-être que je vais partir chercher du travail sur Toulouse. Et il se trouve qu'il y avait un journaliste à la dépêche qui connaissait très bien M. Dezet, qui s'occupait d'aviation. Mais je connais quelqu'un à Toulouse. M. Dezet, il cherche quelqu'un. Ma grand-mère me dit ça. Moi, je vais voir M. Dezet. Et je suis resté. Jean Diezet est né en 1921 à Grenade-sur-Garonne, près de Toulouse. Il se fait connaître en photographiant la libération de Toulouse en août 1944 et prend alors le pseudonyme de Yann, version gasconne de son prénom. Quand il est monté sur les épaules du père de la mariée, percé du Capitole, sur le fil de fer là. C'était un samedi après-midi et il y avait tout ce monde sur la plateforme, ça s'était dit de toute façon. Le père de la mariée, avec le balancier là, il est monté sur ses épaules pour photographier le mariage de la fille du gars là. Moi, je n'y serais pas monté. Au début, M. Diezet donc faisait du reportage. Et il faisait en même temps de l'industriel, parce que comme il avait le laboratoire, il fallait le faire tourner. Il avait des idées et il voulait être le seul. Quand Auriol, Vincent Auriol, président de la République, a pris la retraite, à l'arrivée de l'avion, on était, la presse toulousaine, parisienne, tout le monde était là pour photographier l'arrivée d'Auriol à Blagnac. Mais tout le monde a fait la même photographie. Tandis que lui, quand Auriol, qui avait une propriété à Muret, il a ouvert le portail, il est parti. Jean Diezet est monté sur le portail, il a appelé Auriol qui s'est retourné et qui lui a fait signe de la main. Ça a été le seul à faire cette photo. C'était la photo qu'il fallait faire. Et il faisait du sport avec André Cross. Ils allaient faire le match, il les développait et il les faisait passer par Bellino, l'ancêtre du fax. Il avait un Bellino. Ou alors le soir, il portait les photos au train de minuit, qui arrivait à Paris à 6h le matin. Et il y avait quelqu'un du journal qui allait chercher le pli pour prendre les photos et les imprimer tout de suite. Dans la montée escalier, il y avait des boîtes où on récupérait, où il y avait les pochettes qu'avait préparé Mme Dezet avec les bonnes de commande des clients. 50 tirages du Concorde pour l'aviation. Il fallait 4 grands formats de 2 mètres sur 1 mètre. Enfin, à l'époque, c'était Sud Aviation. Commandait des photographies sur le montage des avions. Il faisait donc les photographies pour le client. Mais à côté, s'il voyait quelque chose un peu qui lui tirait l'œil, il le faisait.
Et ils le mettaient dans la série, bon, on appelait ça artistique, on appelait ça, on le mettait de côté, et ensuite c'était classé les catégories. Il travaillait beaucoup, monsieur. Il travaillait beaucoup. Et puis le soir, avec Madame Dieuzel, il triait les clichés et tout. Il travaillait beaucoup. Et au début, c'est elle qui a commencé le classement des clichés. Pour leur voyage de noces, ils sont allés, il avait des photographies à faire pour les HBA, Mouillères d'Aquitaine. Après, elle a eu des enfants, donc elle s'occupait des enfants, elle a été moins présente au bureau, mais autrement, elle a travaillé avec lui, oui. De toute façon, elle aussi, à la fin, c'était sa vie. Jean Dieuzel s'inscrit depuis ses débuts dans le rayonnement photographique de Toulouse, dont il dit « Toulouse a été la 3e ville au monde, après Paris et Londres, à constituer une société de photographie dès 1875. » À Toulouse, il y avait donc des clubs, le photoclub de l'Orient, le photoclub de Sud Aviation, le photoclub toulousain et le Cercle des 12. Le Cercle des 12 est né d'une scission au photoclub toulousain. Là, il y en a qui ont abandonné le photoclub toulousain pour créer le Cercle des 12. Monsieur Bascou, Christodoulot, Tournant. C'est Germaine Chaumel, photojournaliste toulousaine, qui introduira Jean Dieuzel dans le Cercle des 12 en 1946. Alors le Cercle des 12, ça veut dire qu'on ne pouvait pas être 13. Quand il y en a un qui mourait ou qui abandonnait, alors là, il fallait qu'un des 11 propose un candidat, le parraine, et qu'on vote pour le faire rentrer. Alors on avait des haricots blancs et des haricots noirs. Les haricots blancs, on l'acceptait. Si on mettait un seul haricot noir, il n'était pas admis. Donc j'étais au Cercle des 12 et j'ai été parrainé par Dieuzel. On n'y entrait pas comme ça. Il y a beaucoup de gens qui ont voulu y rentrer et qui n'ont pas pu y rentrer 4 fois dans l'année pour la Coupe de France. Et il y avait chaque fois un sujet. Et dans le courant du mois, chacun de son côté travaillait ce sujet. Et on arrivait à la réunion avec ce qu'on avait fait sur le sujet imposé par la fédération. Et là, c'est là qu'on faisait le choix. Monsieur Dieuzel, pour la photographie, il aurait fait n'importe quoi. Pour lui, la photographie, c'était un art comme un autre. Et donc, il voulait absolument la faire connaître. Les Rencontres internationales de la photographie d'Arles sont un festival annuel créé en 1970 par le photographe arlésien Lucien Clergue, l'écrivain Michel Tournier et l'historien Jean-Maurice Roquette. Dès l'origine, Jean Dieuzel fut un acteur dynamique de ce festival. Les fondateurs d'Arles, il y était, lui, il y avait Sud aussi, Bria. Dans la journée, M. Dieuzel faisait des photos. Après les soirées au Théâtre Antique, je récupérais les pellicules, j'allais développer les photos. En moyenne, il y avait 250 à 300 photos. Je faisais tous les tirages, j'allais à l'espace Van Gogh, je ramenais tout mon paquet de photos, et M. Dieuzel, et il donnait les photos qu'il voulait donner. Tous les ans, on allait à Arles. Et c'était famille. Quand il y avait Ansel Adams, on discutait Ansel Adams, comme je parle avec vous. Il était Ansel Adams, Miss et tout ça. C'était vraiment des. On les côtoyait. Mais après, ça a été business. En 70, quand on s'est retrouvé aux premières rencontres d'Arles et qu'il a vu qu'un musée s'ouvrait, comme le Réatu, s'ouvrait enfin à la photographie, il s'est dit mais c'est quand même pas normal qu'une ville comme Toulouse, qui est une ville artistique quand même, culturelle, n'ait pas un siège. Il faut trouver quelque chose. En 1971, un grave accident de voiture immobilise Jean Dieuzel plusieurs mois. C'est une période d'introspection pendant laquelle il décide de quitter son pseudonyme Yann et d'utiliser son nom de naissance. Mais c'est aussi à ce moment qu'il réfléchit à trouver un endroit où faire exposer la photographie.
Il a demandé ensuite à la mairie d'avoir un lieu pour exposer la photographie. Et de 70 jusqu'à 74, date à laquelle il a réussi à l'ouvrir, il a fait le siège de la mairie jour après jour. Alors au tout début, on lui avait dit, oh, oui, mais d'accord, on va vous donner le musée des Augustins. Ah, mais il était ravi, il me téléphone, il me dit, ça y est, j'ai le musée des Augustins, c'est quand même un beau lieu. Oh, monsieur, ça m'a vite voir Denis Millot, qui était un conservateur, qui était un grand ami à lui. Il dit, Denis, je suis content, on va faire une exposition, on va être voisins. Oh, mon pauvre Jean, on va fermer le musée pour presque 10 ans, on fait les travaux. Donc 10 ans que le musée aurait été fermé, il était furieux. Il a continué et il est tombé sur ce château d'eau au bord de la Garonne. Mais au château d'eau, on le voyait, il était en face au lieu, c'était tout, on ne savait pas ce que c'était. À l'intérieur du château d'eau, ce qui est devenu la salle d'exposition, c'était uniquement du matériel des cantonniers. Et il s'est dit, mais nom de Dieu, ce lieu pourrait faire l'affaire. Il a forcé plus ou moins la porte pour rentrer à l'intérieur, où il a vu que ça ne servait que de remise aux instruments de voirie de la ville. Donc il a été voir le maire en disant, ben voilà, il y a un lieu qui ne sert pas à grand-chose, moi je le veux. On lui a dit, oh bah oui, mais c'est pas fait pour ça. Ourliac était quand même adjoint au maire chargé de la culture, donc il était bien placé. D'accord, monsieur Z, vous aurez le bâtiment. On va vous faire une salle d'exposition. Le château d'eau était déjà, je ne sais pas si c'est vendu ou cédé à un entrepreneur pour le démolir. Et il y avait, l'entrepreneur, il avait l'acte de l'autorisation de démolir. Alors, il fallait annuler tout ça, et ils ont aménagé le premier étage du château d'eau. Et grâce à Yann et à Ourliac, la mairie a accepté d'ouvrir le château d'eau à la photographie. Et en avril 1974, tout le premier niveau était prêt, et la mairie dit, monsieur Zé, voilà, vous pouvez faire une exposition. Il a décidé à faire en première exposition l'exposition de son ami Robert Doisneau. C'était pas gratuit, c'était uniquement pour réparer un scandale qui l'avait traumatisé en avril 68, où Robert Doisneau avait été invité à l'ABN à présenter une exposition. Nous étions ravis de cette exposition, et quand on s'est pointé, on s'est vu que les photographies de Doisneau étaient accrochées dans l'escalier qui menait au cabinet des estampes, avec des punaises au mur sur des plaques de contreplaqué, quelque chose d'indigne pour une exposition. Et ça a révolté complètement Jean Diozède, qui savait qu'aux États-Unis, les expositions étaient bien présentées, étaient respectées, et il a dit, mais c'est quand même scandaleux. Et moi, le jour où j'aurai quelque chose, c'est avec Robert, je vais réparer cette injustice. Alors il a dit, je te vengerai. C'est pourquoi il avait choisi Robert comme premier invité à la galerie du Château d'Eau. Et Doisneau lui a dit, bon, qu'est-ce que tu vas faire? Personne ne s'intéresse à la photo. Il a dit, si. Alors il n'avait pas beaucoup de tirage. Monsieur a dit, Robert, il me faut 60 photos. Il dit, mais j'en ai que 20. Tu me donnes les négatifs et je les tire chez moi à Toulouse. Et au laboratoire, j'ai tiré 40 négatifs de Doisneau pour la première exposition, en avril 1974. C'était une preuve de confiance, parce qu'on ne donne pas les clichés comme ça en principe. Il a fait une expo et il y a eu pas mal de monde, pas la foule d'aujourd'hui, mais il y a eu quand même pas mal de monde. On lui dit, bon ben c'est bien, mais on ne va pas poursuivre comme ça. Alors là, il était en pleine guerre. Alors ils ont fait derrière lui l'exposition d'un peintre. 2 visiteurs par jour, c'est tout. Alors là, vraiment le fiasco complet au point de vue fréquentation, il n'y avait personne. Alors le maire lui a dit, ben écoute, refais une expo, on va bien voir. Mais à l'époque, il n'y avait pas de photographe qui faisait des expositions. Ça se faisait dans quelques petits photoclubs, mais il n'y avait pas de grandes expositions. Monsieur Zé avait une amie à Bordeaux, à l'ambassade américaine. Il téléphone et elle lui propose 13 Tice, qui était à l'époque 2 US inconnus. Alors là, elle lui donne
40 ou 50 photos qu'ils avaient, de chacun. Et là encore, ça a marché. Il y a des gens qui sont venus en nombre. La mairie refait une exposition de peinture. Personne, 1, 2 visiteurs, même pas par jour. Rebelote à la mairie. Si vous dites madame à monsieur de Z, vous pouvez refaire une exposition de photos. Et le voilà reparti à Bordeaux, qui donne Friedlander, qui était inconnu du bataillon, mais qui avait une cinquantaine de photos. Elle y prête les tirages, on fait l'exposition, gros succès. Et c'est ce qui a décidé petit à petit, quand même, le maire a dit, bon bah, d'abord il était lassé des visites de gens, et ensuite, concrètement, il voyait bien que la photographie pouvait attirer des gens, alors que la peinture, dans cet endroit-là, tout au moins, n'en attirait guère. Fin décembre, la mairie dit à M. Z, vous gardez la galerie. Ça a été la première galerie en Europe. Ça a commencé le 1er janvier 1975. Et là, il a commencé avec Bouba. Et la première monographie. Lorsqu'il a eu ouvert ce château d'eau, il s'est dit avec juste raison, une exposition c'est une belle chose, mais lorsqu'elle est décrochée, il n'y a plus rien. Donc il faudrait quand même conserver quelque chose de ce moment-là, de cet espace-là. Alors comme il avait quand même beaucoup de copains photographes, il leur demandait de leur donner des photos. À cette époque, il n'était pas rare que les photographes s'échangent des tirages de leurs œuvres et Jean Dieuze participait à cette pratique. À chaque exposition, l'exposant faisait cadeau d'une photographie. Une photographie de sa collection pour les archives du château d'eau. Qui est un fonds important de photos. Alors au début, bon, les gens étaient contents de les donner. Il y en a beaucoup qui les ont donnés. Kishin Shinoyama, le japonais, il a donné toute sa collection, lui. Il n'a pas voulu qu'on le lui renvoie. Toutes les photos, elles sont restées là. Mais Don Bria, tout cela, ils ont donné. Et après, par contre, bon, on a commencé quand même, ils ont commencé à acheter. Et ils faisaient ça pour tout le monde, que ce soit des connus comme Douaneau, Bria ou des grands, ou des petits jeunes. Et puis, il s'est dit, mais ça, c'est la même chose, ces images, elles vont un peu dormir dans les tiroirs, il faut quand même que ça circule. Et comme pour circuler, il a eu l'idée de faire une collection d'albums, de petits albums. À chaque exposition, il y avait un album qui est en petit format carré. C'était un petit bouquin, mais bien fait, et qui était en vente, après. Qui était en vente, mais il le faisait pour chaque exposition. Et tous les premiers mercredis du mois, il y avait un vernissage avec un catalogue, avec la biographie de l'auteur, l'historique, et un texte de M. Dieuze sur l'auteur. Et ça, c'était assez original à l'époque. Ça sera d'ailleurs une idée qui sera reprise par le musée Niepce, par la suite, à Châlons, qui fera exactement la même chose. Au début, il n'y avait pas de sous, on le faisait au bureau. Bon, ça c'est Edouard Boubert, ça c'est le premier. Alors, il y a eu ensuite Sylvester, ensuite Edward Weston, Hughes-Mann, voilà, je voulais dire Hughes-Mann, Laboy, ça ce sont les premières. Lartigue, Rodchenko, Hélène Terré, Jean-Claude Gautran. C'était une idée géniale. On s'y mettait 4 jours juste au dernier moment. Moi je lui disais, monsieur, la monographie encore, on va être à la bourre et tout ça. Il travaillait bien quand c'était urgent. C'est comme ça, il fallait s'y faire. Monsieur Dieuze partait à l'imprimeur, partait à Saint-Pose pour surveiller l'impression. Et puis quand c'était pas bien imprimé, il n'était pas content. Hein. Il en a fait refaire plus d'une. Et les photographes, ils en avaient un petit paquet, ils en avaient une centaine, enfin, je ne me rappelle plus, ils en avaient un petit paquet. Et ça les intéressait.
Et ils montaient les expositions le soir, bien souvent. Ils étaient tranquilles, ils n'avaient personne autour. Monsieur Dieuze, Théo, des fois ils vont y aller aussi. Et là, ils accrochaient. Monsieur Dieuze venait, on installait les photos autour de la galerie. Il faisait 2 ou 3 fois le tour avant de savoir laquelle on allait mettre en premier. Quand il avait trouvé la première image, après ça passait comme une lettre en poste. Mais dit, on commence par celle-là. C'était de la petite cuisine, mais on travaillait bien. Hein. Je ne vous dis pas avec Gisèle et Nicolas, Yvonne, les heures qu'on a pu faire, mais moi, les heures que j'ai pu faire au château d'eau. C'était fait de briques et de broc et on arrivait à faire des choses, mais c'était sur les deniers de M. Dieuze parce que le personnel, c'était le sien. C'est lui qui dirigeait le château d'eau. Il s'est investi sur le château d'eau et alors là, il a laissé tomber un petit peu son travail personnel. On vivait aussi sur les archives, sur la documentation. On était un peu, comment dire, trop dans l'effervescence parce que bon, il fallait quand même faire tourner le laboratoire aussi. C'est que bon, les fins de mois sont proches. Hein. Il fallait que je fasse les tirages pour le château d'eau et les tirages pour M. Dieuze, les commandes pour Sud Aviation, l'ONIA, la cartoucherie, tout ça. Parce que quand il y avait des commandes, des fois c'était des séries de 100, 200 images. Que ce soit Yvonne, Gisèle ou moi, tous les 3, on avait nos bulletins de salaire Dieuze. C'était moi qui tenais la comptabilité, entre les dépenses et puis l'argent. Alors c'était tout à fait la comptabilité ménagère, hein, les dépenses, les rentrées et puis la différence. Voilà. L'association Pace a été créée le 2 juin 1981 avec pour objet d'apporter son appui à la galerie municipale du Château d'Eau. Cette association devait permettre aussi de rémunérer le personnel de Jean Dieuze pour son travail au Château d'Eau. Jean Dieuze n'en fut pas membre, mais garda le poste de directeur artistique de la galerie. 1478, là, ils ne donnaient rien. Et ensuite, ils ont commencé à donner des subventions et M. Dieuze a été payé, parce qu'autrement, il n'était pas payé non plus, il n'était pas rémunéré. Tous les membres du Cercle des 12 l'ont soutenu pour, dans le montage de l'association. Si bien que lui, il en a été le premier directeur artistique, mais il a fait rentrer au conseil d'administration 2 membres du Cercle des 12, Jacques Barthès et moi. Pierre Puel, quand il a été chargé de la culture à la mairie, assistait à chaque vernissage, prenait la parole, visitait l'exposition, donnait son jugement sur ce qu'il avait vu. Il y a eu une participation de la mairie très importante. Dieuze, ça a été un grand animateur. C'était lui qui décidait. Non, mais même vis-à-vis de la mairie aussi. Il allait d'ailleurs toujours les titiller pour avoir des choses. D'ailleurs, M. Trottmann, à l'époque, qui était le secrétaire général, n'a pas voulu que la mairie gère le château d'eau, et c'est là que le conseil d'administration a géré le château d'eau, au point de vue finance et organisation et tout. En 85, on est resté complètement au château d'eau, au 2e étage, là-haut. On était bien, hein. Combien de fois on a descendu et monté les escaliers. On avait le cœur qui était bon, hein, à l'époque. Un centre de documentation est créé en 1978 et ouvert au public en 1982. Il comporte aujourd'hui plus de 13 000 ouvrages. Le 5 avril 1984, un 2e espace dans le sous-sol du château d'eau avec ses roues à aubes est inauguré. Et le 5 octobre 1989, c'est au tour d'un 3e espace d'exposition d'être ouvert, près du centre de documentation.
Ces 3 espaces représentent 220 mètres de simèse. Alors ils ont passé sur le pont neuf, et Théo avait l'autre arche qui était derrière. Et c'est là, ensuite, il stockait les caisses, parce qu'il y avait plein de caisses pour aller chercher les expositions à l'étranger et tout ça. Et là, il faisait le montage des expositions. Certains photographes nous donnaient, on avait les photos toutes encadrées, toutes prêtes. D'autres, il fallait qu'on fasse les tirages. C'est une exposition chaque mois, il faut le faire. Hein. Et puis les monographies, il faut les faire aussi. Parce qu'il faisait des expositions genre Toulouse 1900. Donc il a fallu faire les tirages, retrouver des négatifs d'époque. Il y avait le Fonds Trutat qui était au muséum, donc on avait récupéré des plaques du Fonds Trutat pour illustrer l'exposition de Toulouse 1900. Puis on faisait les tirages en 30-40, viré sépia, pour vous donner un ton ancien. Et toutes ces expositions-là, qui étaient tirées par moi et virées je faisais des virages, sont restés au Château d'Eau. Au Château d'Eau, on a eu quand même de grandes expositions, hein, notamment Zoula. Elle a fait je ne sais pas combien de visiteurs. C'était intéressant. Hein. C'était intéressant. Et puis Famille Hoffmann, personne n'y croyait, il y a eu un peu plus fou aussi. Au Château d'Eau, il y a l'exposition de Dominique Baudis. Dominique Baudis avait fait des photos, c'était à Beyrouth, et il y avait une monographie, il y avait une exposition. Et cette exposition fait partie du fonds du Château d'Eau. On louait ces expositions un peu partout en France, même à l'étranger. Même il y en a eu une exposition qui allait à Taïwan. Et il acceptait de temps en temps un photographe régional. La galerie du Château d'Eau exposa aussi des membres du Cercle des 12. Il a exposé Roland Laboye, il a exposé de Christian Soula. Il faisait de superbes photos, M. Soula. André Cross. M. Lumière, je crois, du Cercle des 12. Moi, j'ai exposé au Château d'Eau. Là. Quand j'ai pris la retraite, mon patron, Jean-François Lemoine, a téléphoné à Dieuze. Il a dit, Monsieur Dieuze, André prend la retraite. Je sais que vous n'aimez pas exposer 2 fois le même auteur. Je vous demanderai d'accepter André Cross pour une deuxième exposition. Et c'est là que j'ai exposé une deuxième fois au Château d'Eau. Et au début, c'était gratuit l'entrée. Et M. Dieuze s'est battu longtemps pour ne pas faire payer. Et alors on faisait payer 5 francs au début. Oui, il a râlé, hein, M. Dieuze, il n'était pas content. M. Dieuze a arrêté le Château d'Eau en 1996. M. Dieuze aimait bien aider les gens. Non, moi j'étais contente d'être là, je me suis bien... Enfin bon, j'ai passé, si on peut dire, un bon moment. J'ai eu beaucoup d'admiration pour lui, oui.